monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité. Au programme de cette édition, l'offensive Mercosur repart de plus belle. En dépit de la colère paysanne, le calendrier s'accélère et Emmanuel Macron apparaît au mieux dépassé par la Commission européenne. Nous reviendrons ensuite sur les premières révélations de l'enquête autour du drame de Crans-Montana, une semaine après la tragédie qui a coûté la vie à 40 personnes et en a blessé au moins 116. Une conjugaison de négligence semble avoir conduit à la catastrophe. Et puis nous évoquerons le parquet national anti-criminalité organisée, une nouvelle institution qui permet à Gérald Darmanin de jouer à l'homme d'action pendant que les trafiquants continuent d'agir impunément. Coup de force pour l'accord sur le Mercosur. L'UE s'apprête à voter un texte très impopulaire chez les agriculteurs et même dans la population. Le point d'Olivier Frère-Jacques. Un vote prévu vendredi et la colère qui pourrait monter d'un cran. Alors que l'Union européenne s'apprête à voter sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les agriculteurs européens s'agacent, particulièrement en France. La Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, pousse pour une signature rapide, potentiellement dès le lundi 12 janvier après un report obtenu en décembre sous la pression de Paris et Rome. Pour apaiser les craintes, Bruxelles a annoncé un déblocage anticipé de 45 milliards d'euros dès 2028 dans le cadre de la future politique agricole commune, portant le budget total à 293,7 milliards d'euros. Cette mesure vise à soutenir les agriculteurs face aux défis posés par l'accord qui ouvrirait les marchés européens à des importations sud-américaines de viande, de sucre, de riz, de soja, souvent produites avec des normes moins strictes. En France, le gouvernement tente de contenir la grogne agricole qui a repris depuis mi-décembre. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a reçu les représentants des principaux syndicats, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale lundi, suivi de la FNSEA et de la Confédération paysanne mardi. Ces rencontres interviennent dans un contexte de mobilisation multiforme incluant des blocages d'autoroutes comme la 64 près de Toulouse, des manifestations à Caen et des convois de tracteurs vers Paris malgré des interdictions préfectorales. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale exacerbée par l'utilisation de pesticides interdits en Europe comme le mancozeb ou le thiophanate méthyle sur les produits importés tels que les avocats, les mangues ou les poivrons. Pour rassurer le secteur, Paris a publié un arrêté ce mercredi suspendant dès jeudi l'importation de ces denrées traitées avec des substances bannies pour une durée maximale d'1 an en attendant des mesures européennes. Le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, dit défendre cette position à Bruxelles, mais est apparu bien fébrile à la radio ce mercredi matin. Je voudrais vous dire une chose. Tant qu'un combat n'est pas achevé, il n'est pas perdu. Donc ce combat, il est mené, il sera mené jusqu'au bout. Simplement parce que le 12, le Conseil des chefs d'État va se prononcer, mais après, ça va partir au Parlement européen. Et ce sera l'affaire des parlementaires européens. Une manière de se dédouaner alors que les parlementaires macronistes voteront sans aucun doute le texte et que même si tous les élus français se mobilisaient contre le texte, rien n'assure qu'il ne passerait pas. Les Allemands étant par exemple très favorables à l'accord pour tenter de relancer leur industrie automobile. Emmanuel Macron s'est lui félicité des annonces de la Commission affirmant qu'elle garantissait le maintien des aides agricoles jusqu'en 2034. Un enthousiasme tout en communication qui contraste avec la colère paysanne. Même la FNSEA, pourtant proche du pouvoir et des milieux d'affaires, devrait se mobiliser le 19 janvier à Strasbourg. La coordination rurale maintient ses convois vers la capitale, critiquant le manque de volonté politique. Des voix de personnalités politiques, justement, se sont élevées, même du côté de LR, avec David Linard, qui juge l'accord non signable. Il faut sortir du Mercosur des dispositions inacceptables qui consistent à dire qu'on n'a pas le droit en France d'élever notre bétail d'une certaine façon, mais en revanche, on se verrait imposer de l'importation de viande élevée avec des substances non autorisées. Que nos agriculteurs en France ont plus de contraintes que les autres agriculteurs européens, parce que les agriculteurs hollandais, italiens, espagnols et allemands sont moins contraints que les agriculteurs français parce que leurs États ne surtransposent pas les interdictions de production. L'UE n'est donc pas la seule responsable dans l'équation agricole, mais c'est bien la France et ses députés qui retransposent les pires textes bruxellois au détriment des paysans. Un député européen de la France insoumise, Arash Saeidi, a également mis en garde contre l'idée des clauses de sauvegarde qui protégeraient la France, mais qui, selon lui, sont tout à fait inopérantes. Je reviens d'un voyage d'1 semaine au Brésil, où, en gros, quand on posait la question des clauses de sauvegarde, nos interlocuteurs sud-américains nous faisaient
petit sourire, nous expliquait que si ça fait plaisir à Macron, si ça lui permet de, et je vous dis ça quasiment littéralement, hein, si ça lui permet de passer la pilule, très bien, mais ce n'est qu'une mesure interne à l'Union européenne qui n'a aucune valeur de l'autre côté de l'Atlantique, que nous ne pourrons pas leur imposer. Faire passer la pilule et montrer donc que si l'Europe est une serpillière pour les grandes puissances, Macron, lui, est une serpillière pour Ursula von der Leyen. L'Italie, autrefois réticente, semble prête à voter en faveur, ayant mieux négocié son affaire que la France, qui se trouve privée d'une minorité de blocage avec la Pologne et la Hongrie. Les agriculteurs, touchés par d'autres crises, comme la dermatose nodulaire contagieuse, voient dans le Mercosur un chiffon rouge qui pourrait amplifier les protestations à seulement 1 mois et demi du Salon de l'agriculture. Une semaine après le drame du réveillon dans la station suisse de Crans-Montana, les failles de sécurité de l'établissement de nuit sont passées au crible. En toile de fond, le sentiment que la tragédie aurait dû être évitée. Explication. Matériaux inadaptés, failles de sécurité, manque de contrôle, et si tout était réuni pour que la soirée du réveillon vire au cauchemar dans le bar Le Constellation de Crans-Montana, dans la station suisse. Une équation résultat particulièrement macabre puisque 40 personnes sont mortes dans l'incendie et qu'au moins 116 ont été blessées. Des victimes qui plus est particulièrement jeunes et parfois mineures. Un des salariés saisonniers de l'établissement, grièvement brûlé dans l'incendie, s'en était d'ailleurs ému auprès de son père quelques jours auparavant. Dit déjà c'est un bar, il y a des très jeunes adolescents, c'est pas normal. Sans doute un point difficile à assumer par les propriétaires de l'établissement, apprécié dans la station valaisanne où ils possèdent d'autres bars. Ils sont d'ores et déjà poursuivis par les autorités suisses pour homicide, lésions corporelles et incendie par négligence. Il faut dire que les zones d'ombre pour expliquer la rapidité de l'incendie et l'ampleur de la catastrophe ne manquent pas. D'abord, certains témoins évoquent notamment le manque d'extincteurs. D'autres affirment que le bar n'avait pas de détecteur à incendie. Des éléments qui devront être confirmés ou infirmés par l'enquête. Sur les circonstances exactes du drame, tout semble indiquer que le feu serait parti de bougies étincelantes fixées sur les bouteilles d'alcool amenées aux clients dans la salle au sous-sol de l'établissement. En effet, le plafond étant assez bas, ces feux de Bengale auraient touché les mousses acoustiques fixées au-dessus. Un danger visiblement connu au vu de la publication d'une vidéo datant du réveillon 2019-2020 dans le même établissement. On entend donc distinctement un serveur indiquer de faire attention à la mousse du plafond, probablement à cause de son caractère inflammable. Dans ce cadre, on peut penser que cette matière n'a pas fait l'objet de contrôle puisqu'il apparaît qu'elle est réputée pour être particulièrement inflammable et libérer des gaz combustibles qui transforment ni plus ni moins l'air de la pièce en boule de feu à plus de 500 degrés. Ce qui semble en revanche certain, c'est que le feu n'a pas laissé beaucoup de chance à ceux qui se trouvaient au sous-sol. Les personnes piégées en bas ont eu très peu de temps et les précédentes catastrophes ont montré des temps de réaction chez les victimes entre sidération et biais de normalité. Rien à voir avec les téléphones portables ou les réseaux sociaux comme on a pu tristement le lire parfois. Le délai pour s'apercevoir de la gravité de la situation laissait donc peu de chance aux victimes, à plus forte raison que certaines versions de témoins affirment que la seule issue pour remonter à la surface et sortir de l'établissement se résumait à un escalier rapidement encombré dans le mouvement de foule. Les issues de secours semblaient quant à elles peu visibles, voire inutilisables. Autant d'éléments qui semblent pour l'heure accablants pour les propriétaires du bar, mais pas seulement. En effet, les ouvertures d'établissements recevant du public sont soumises à des autorisations et des contrôles rigoureux. Aucun n'avait visiblement été conduit depuis 2020, comme l'a expliqué Nicolas Ferraud, le président de la commune de Crans-Montana. Comme vous le constatez, les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. Comme souvent en pareille catastrophe, tout porte à croire que c'est une conjugaison de négligence qui a conduit à la tragédie, laissant alors un goût particulièrement amer, celui d'un drame qui aurait pu être évité.
Gérald Darmanin, champion du texte de loi, mais raté de la sécurité. Le ministre a lancé le parquet national anticriminalité, une institution de plus qui peinera à faire ses preuves. Renaud de Bourleuf. Les narcotrafiquants vont-ils trembler ? Lundi, le parquet national anticriminalité organisée est entré officiellement en activité. Cette institution suit le modèle du parquet national financier et du parquet national antiterroriste. L'idée est de centraliser et renforcer le traitement des affaires d'une très grande complexité. Ce parquet est constitué de 16 magistrats, dont environ un tiers vient de l'ancienne Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, qui dépendait du parquet de Paris. Une institution qui doit lutter principalement contre le narcotrafic, mais aussi le proxénétisme, ainsi que les filières de passeurs. À entendre le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, la guerre contre la criminalité organisée est d'ores et déjà gagnée. Le parquet national, qu'incarne Mme la procureure, spécialiste de la lutte anti-blanchiment, c'est une femme remarquable qui va porter ce travail. Il va nous permettre de gagner ce point de bascule et de nouvelles ères judiciaires. Le criminologue Xavier Hofer revient sur l'éventuelle portée de ce parquet national anticriminalité organisée. C'est bien de faire les choses en fanfare et dans ce domaine, M. Darmanin, en effet, s'y entend puisqu'il passe la plus claire de son temps à faire de la communication. Mais il ne suffit pas de lancer des structures ou de vouloir ceci ou cela ou de proposer ceci ou cela. Il faut que ça suive sur le terrain. C'est-à-dire qu'à force de multiplier les structures et celles qu'a lancé M. Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur ont été pour la police judiciaire désastreuses. Il a pratiquement paralysé les services d'enquête en faisant une réforme qui ne s'imposait pas et qui a donné des résultats terribles, surtout dans la région de Marseille. Et à l'heure actuelle, on peut penser que le ministre de la Justice, ce qu'il fait revient peu ou prou à corriger ce qu'il a fait de négatif quand il était ministre de l'Intérieur. Le ministre Gérald Darmanin se dit très satisfait de son bilan à l'intérieur. Il affirme que le cannabis baisse dans sa consommation en France pour la première fois, mais que la cocaïne et les drogues de synthèse augmentent. En même temps, très macronien donc. Mais il reste à savoir si cette nouvelle juridiction ne va pas apporter encore plus de complexité à un appareil judiciaire saturé. Pendant tout le temps où j'ai enseigné à l'Institut de criminologie, j'ai eu beaucoup de mes étudiants qui sont destinés à la magistrature. J'en ai un d'ancien étudiant à l'heure actuelle qui est dans une zone assez criminogène. Cette figure de la magistrature a à l'heure actuelle 300 dossiers sur son bureau. Pour travailler sereinement et sérieusement, et il faut que la justice soit sereine, autrement il y a des erreurs judiciaires, n'est-ce pas ? Eh bien, pour travailler sereinement, il faudrait qu'il ait 30 dossiers sur son bureau. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, tout est à reprendre en matière de justice. Il faut donner à cette institution cruciale de tout état de droit les moyens de travailler, éviter de les submerger de lois nouvelles parce que les lois, n'est-ce pas, se surajoutent aux précédentes mais ne les annihilent pas. Les autres continuent d'exister. Si bien que, pour vous donner un exemple concret de ce que je viens de vous dire, le livre que tout magistrat a sur son bureau, c'est-à-dire le gros livre où il y a toutes les incriminations possibles et imaginables prévues par le droit français. On le change et on le modifie à peu près tous les 4 ou 5 ans. En 2017, il faisait 1500 pages. En 2024, quand il a été renouvelé, il en fait 2200. Toujours avec un nombre égal de magistrats, de greffiers, d'employés du ministère, etc. Il n'y arrive pas. Xavier Hofer détaille quelques pistes face à l'explosion de la criminalité. La simplification de la procédure pénale. À l'heure actuelle, chaque fois qu'on arrête quelqu'un pour avoir traversé en dehors des clous, il y a 50 pages de procédure à respecter avant de pouvoir lui poser une première question. Cette procédure ne protège personne. La procédure, naturellement, est destinée à protéger les justiciables. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses d'une certaine façon, dans un certain ordre, de manière à ce que les décisions prises à la fin soient saines. Autrement, on est obligé de les casser, d'aller en cassation, ce qui rajoute encore une couche au bazar ambiant. Eh bien, simplifier la procédure, doter la France de logiciels performants pour tout ce qui est automatisable dans la justice, c'est-à-dire les dépôts de plainte, c'est-à-dire les interrogatoires, les questions, les réponses, etc. Et faire en sorte, en plus de ça, que les bandits, comme on l'a vu récemment, les pirates informatiques, n'aillent pas se promener dans les dossiers de justice en y prélevant Dieu sait quoi. Et nous restons en compagnie de Renaud Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref en France.
Macron touche à son but. Mardi, après les discussions de la coalition des volontaires avec les émissaires américains et ukrainiens, le président français était ravi. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Des déclarations qui, pour l'heure, n'ont pas de réels effets sur le terrain, dans la mesure où il semble que la paix n'ait pas avancé d'un iota. Mais Emmanuel Macron s'est déjà mis dans la situation du jour d'après, dit-il. Nous souhaitons pouvoir, fournir des images et de l'observation, parce que ça, on a la capacité de le faire, on le fait aujourd'hui. 2, nous participerons évidemment à la régénération de l'armée ukrainienne. Et 3, nous avons montré notre disponibilité aussi pour nous être déployés dans cette force multinationale. Le président français nourrit toujours les mêmes espoirs, voir des soldats français fouler le sol ukrainien, une éventualité que la Russie peinera à accepter, à plus forte raison que la situation actuelle sur le terrain militaire est toujours à l'avantage de Moscou. Les discussions se sont poursuivies encore ce mercredi à Paris, à se demander ce qu'ils arrivent encore à se dire pour produire aussi peu d'effets. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public fait des remous. Après 4 semaines de révélations chocs sur le gaspillage et le grand train de France TV et Radio France, l'apaisement s'impose par la voix du président Jérémy Patrielletu, député Horizon. Ce dernier avait déjà décidé de suspendre les convocations pour les fêtes de Noël et du Réveillon, tant ces dernières viraient au procès à charge. Il faut dire que les auditions avaient su ravir les Français, qui comprenaient au fil des prises de parole où partait une partie de leurs impôts. Pour conduire la suite des débats, le président a donc édicté 4 règles, l'interdiction de communiquer en temps réel sur les réseaux sociaux, un engagement de discrétion dans les médias en parallèle de la commission, et éviter le travestissement des propos. Pour finir, le bureau devra communiquer aux rapporteurs tous les documents mentionnés. Des règles censées rétablir la sérénité des débats après que l'animateur Nagui a menacé le rapporteur Charles Aloncle, député UDR, de poursuite pour avoir dit qu'il était l'une des personnes qui s'était la plus enrichie grâce à France TV. Les insoumis ont protesté, arguant que ces nouvelles règles ne changeraient rien à ce qu'ils jugent comme une dérive de la commission. C'est vrai que rares sont ces commissions à offrir autant de transparence aux Français. Partenariat de long terme entre ArcelorMittal et EDF. Mardi, le groupe Sidérurgis a annoncé la signature d'un contrat de fourniture d'électricité nucléaire de 18 ans pour approvisionner ses sites français. Les premières livraisons ont commencé le 1er janvier. Pour ArcelorMittal, la décarbonation des hauts fourneaux de Dunkerque est un enjeu. Du côté d'EDF, le contrat de fourniture d'électricité nucléaire, dit CAPN, permet de sécuriser ses recettes commerciales dans le contexte des investissements nécessaires à la relance du nucléaire. Décidément, les poupées pullulent dans l'actualité. L'association Move Enfants a signalé à la justice la société Love Doll, implantée à Valoris dans les Alpes-Maritimes, pour la commercialisation de poupées sexuelles évoquant des adolescentes. Selon le cofondateur de l'association dédiée à la protection de l'enfance, ces produits présentent des caractéristiques alarmantes, allant de la description mentionnant une apparence jeune, au poids et taille rappelant celle d'adolescentes, et même des accessoires comme des nounours évoquant l'enfance. Ce signalement s'inscrit dans un contexte plus large. En novembre, des poupées similaires sur Chine avaient conduit à une enquête, et mi-décembre, une vingtaine d'acheteurs de Chine et AliExpress ont été interpellés par l'office mineur de la police. Et à présent, le reste de l'actualité internationale aux côtés d'Olivier Frère-Jacques. Lutte contre le narcotrafic ou raquette étatique. Donald Trump a annoncé que le Venezuela remettrait aux États-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité sous sanction. Le président américain a précisé sur son réseau True Social qu'il contrôlerait personnellement les revenus pour le bénéfice des peuples vénézuéliens et américains. Cette déclaration survient après la capture de Nicolás Maduro et de son épouse officiellement pour narcoterrorisme, plaçant Delcy Rodriguez comme présidente par intérim pour 90 jours. Cette dernière a affirmé rejeter toute ingérence mais devra probablement composer avec son encombrant voisin. Nouvelle tension en Syrie. Les autorités islamistes syriennes ont suspendu pour 24 heures les vols à l'aéroport d'Alep, théâtre d'affrontements meurtriers entre forces kurdes et gouvernementales. Cette mesure, annoncée par l'agence officielle Sana, concerne les arrivées et départs avec un report vers Damas. Écoles, universités et services publics étaient par ailleurs fermés ce mercredi. Au moins 9 personnes ont été tuées dans ces violences, les plus graves depuis des mois, alors que les négociations piétinent sur l'intégration des forces démocratiques syriennes, les FDS, à majorité kurde, dans l'armée nationale, prévue initialement fin 2025 par un accord conclu en mars.
Ces heurts soulignent les tensions persistantes dans le nord du pays, des accrochages qui s'ajoutent aux attaques de l'État islamique dans le pays contre qui la France et le Royaume-Uni ont récemment mené des frappes. 4 jours dans le noir en plein hiver, Berlin subit depuis samedi une panne d'électricité géante dans le quartier de Zehlendorf, au sud-ouest de la capitale. 25 000 foyers sont privés de courant alors que la température est négative. Des habitants ont quitté leur logement pour rejoindre des centres d'hébergement d'urgence vite saturés. La panne serait due à un incendie criminel. Mardi, le parquet fédéral allemand a annoncé se saisir de l'enquête pour soupçon d'appartenance à une organisation terroriste et de sabotage. L'incendie a été revendiqué par le Vulcan Group, littéralement le groupe Volcan, une organisation d'extrême gauche qui dit avoir visé l'économie des combustibles fossiles. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez le nouveau numéro de Bistro Liberté. Pour commencer l'année, Éric Morillo reçoit le chanteur Francis Lalanne. Moi maintenant, j'aimerais bien qu'on arrête de confondre la République avec la France. Je voudrais bien qu'on reparle dans ce pays de démocratie, c'est-à-dire de souveraineté nationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté nationale. Si aujourd'hui parler de la souveraineté nationale, c'est de décider qui va être le prochain président, donc la prochaine personne qui va entuber tous les Français, moi ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je dis simplement qu'il y a, et je reviens sur ce que tu disais, moi je suis là pourquoi ? Et pourquoi je me bats dans ce pays ? C'est pour la France, c'est pas pour les États-Unis, c'est pas pour la Russie, c'est pour la France. Quand je défends l'amitié franco-russe, c'est pour la France que je la défends. Parce que pour moi, c'est dans l'intérêt de la France de jouer la carte géopolitique de la Russie et pas celle des États-Unis. Parce qu'il n'y a pas simplement qu'une politique nationale à mener dans notre pays. Il y a une politique internationale, une politique géopolitique. Et là, il faut choisir ses alliés. Et moi, j'ai pas envie de choisir des alliés comme M. Trump, qui décide un matin d'aller chercher des puits de pétrole dans un pays et de les prendre avec la corruption et l'aide locale pour faire semblant du God Bless America. Également au programme de votre soirée, passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit le général Philippe Sidos pour évoquer les échecs américains et soviétiques en Afghanistan. Demain, jeudi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom aux côtés de Marie-Lise Pellissier, porte-parole de la Marche pour la Vie. Elle appelle à manifester dimanche 18 janvier. Et donc venez nombreux, il y a des bus organisés qui sont pris en charge financièrement par la Marche pour la Vie, quand même à noter. Nous pouvons loger aussi les bénévoles qui viennent à la Marche pour la Vie la veille, le samedi. Et le samedi, il y a une formation bénévole toute l'après-midi justement pour que on allie l'action à la formation. Et le soir, il y a une veillée de prière pour la vie aussi, pour un week-end bien complet sur la défense de la vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain aux côtés d'Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.